Bonjour tout le monde, vous êtes sur Nos langues dans ton oreille, le podcast où on va parler livres, lecture, langue et peut-être même langage. Moi c'est Eric. Moi c'est Isabelle. Et la personne qui a essayé de prendre la place d'Isabelle à l'instant, c'est notre invitée. Élise. Bienvenue Élise. Merci. Alors Élise justement, pourquoi t'avons-nous invité ? Eh bien, vous m'avez conviée parce que je suis quelqu'un qui lit et regarde beaucoup de mangas. D'accord. Et d'animés du coup. Ah, j'allais dire, on a déjà tous les commentaires. Non, comme s'il y avait des gens qui faisaient des commentaires sur nos pages. Avant cela, Isabelle, quand même, j'aimerais savoir ce que tu as lu d'intéressant depuis la dernière fois. Alors, j'ai assez peu lu, malgré tout le temps qu'on a laissé. J'ai lu surtout un livre qu'on m'a prêté, et ce serait intéressant par rapport à ce qu'on disait sur le choix du livre, puisque c'est quelque chose qui était cité par Mona Chollet dans Sorcière. Je suis en train de lire La Nuit des Béguines, d'Alice... Oula, j'ai un trou sur le nom de l'autrice. On pourra le remettre en note. Donc La Nuit des Béguines, c'est un livre surtout d'ambiance sur... ça se passe au Moyen-Âge, sous Philippe le Bel, et c'est au moment où on brûle sur la place publique Marguerite Porrette, qui a écrit Le Miroir des âmes, qui est un livre jugé hérétique. Ouais. Et donc on suit le quotidien de plusieurs béguines au sein d'une institution parisienne créée par Saint-Louis, mais qui va se heurter... l'idée que ce soit des femmes qui vivent ensemble, qui ne soient ni moniales, ni laïques totalement. Tout le monde veut leur peau, en gros. C'est très bien, mais très clairement, je n'avance pas assez. D'accord. Et vous ? Avez-vous été plus studieux, j'ai envie de dire? Voilà, j'ai commencé un livre qui s'appelle Pourquoi l'amour fait mal, de Eva Illouz. Ok. C'est une sociologue et en fait, j'ai commencé, donc c'est vraiment l'introduction. En fait, elle souhaite expliquer par des faits de société notre rapport à l'amour, et elle le met en parallèle avec ce qui serait une ancienne manière d'aimer, ou de vivre l'amour dans les siècles qui nous ont précédés, où justement la place aussi des sentiments par rapport au mariage, etc., qui était pas la même qu'aujourd'hui. Et voilà. Donc pour l'instant, j'en suis au tout début. Ça a l'air très intéressant. Mais c'est tout. Et toi, Eric, quel ouvrage de Méchonique as-tu parcouru? En ce moment, je fais une pause de Méchonique. J'ai Saussure qui m'attend quand je serai prêt à reprendre les choses sérieuses. J'ai fini par craquer. J'attendais que des gens me rendent le bouquin, et puis ça n'est jamais arrivé. Non, j'aimerais parler d'un livre que j'ai lu maintenant il y a quelques semaines, mais c'est Le génie lesbien d'Alice Coffin. Que donc j'ai acheté après en avoir entendu parler sur un podcast, et j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé c'est un livre d'une journaliste qui réfléchit sur le journalisme et le militantisme, mais je trouve que c'est très parlant, c'est vivant, elle a de l'humour, et ça se lit. Et au niveau de l'analyse, je trouve qu'elle fait très bien, elle montre très bien comment un certain discours de la neutralité, en fait, sert les dominants, on va dire, dans la société. Donc c'est de la critique des médias, mais c'est à la fois très personnel. Elle donne des anecdotes, elle parle de son vécu, et elle fait le lien, un petit peu comme nous le faisons ici, entre son vécu et des questions plus théoriques, plus globales, quoi. Et je trouve que c'est le premier chapitre. Si vous doutez, lisez les 3 premières pages, et je trouve que ça donne envie. Enfin, j'avais les fait lire à Élise, je crois. Oui. C'est très vif. Ça avait l'air intéressant. Voilà. Oui. Oui, alors les mangas, justement, on a invité Élise, parce que je crois que, Isabelle, ta pratique des mangas, c'est... 4 lectures exactement. D'accord, lesquelles ? Alors j'ai quand même pris des notes, c'est-à-dire que je me rappelle avoir lu Noble paysan d'Hiromu Arakawa, Le gourmet solitaire de Jiro Taniguchi. Quand j'étais ado, j'ai beaucoup lu Les nanas de Ayazawa, et j'ai lu Le mari de mon frère de Gengoro Tagane, je crois. Et
c'est tout. Voilà, mon expérience des mangas est quand même vraiment très 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 limitée. D'accord, mais tu vois, c'est drôle parce que parmi les 4 que tu as lus, il y en a qu'un seul que je connais, c'est Nana, et les autres, Taniguchi, je connais l'auteur, mais pas celui dont tu parles en particulier. Donc tu as quand même lu des choses un peu, pas les plus connues, je pense. Ah bah je pense que en fait c'est littéralement à part Nana qui est donc mon doudou d'adolescence. Tous les autres m'ont été prêtés par une amie, donc je pense que je suis très elle m'a soumis des choses qui étaient susceptibles de me plaire parce qu'elle me connaît, et je pense que en l'occurrence elle a des goûts qui sont quand même orientés c'est pas les Naruto, les Death Note, des trucs comme ça qu'on voit sur des vingtaines d'exemplaires, quoi. C'est ce qu'on peut appeler des one-shot, non? C'est un seul tome, une histoire très... Ouais, bah déjà, par exemple, le Gourmet Solitaire, il est pas en format, le petit format de manga qu'on voit souvent. Ça fait plus format BD. Oui. D'accord. Bah, c'est normal, oui, parce que Taniguchi, j'ai souvent vu ses ouvrages dans un format plus grand. Et je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Ouais. Et c'est pas le cas pour beaucoup, hein, quand même, quand j'ai réfléchi. J'ai l'impression, dans mon souvenir, que peut-être les mangas chinois sont plus grands. Mais c'est qu'une impression, je ne pourrais pas dire. Mais donc tu es plus... déjà de pouvoir choper, parce que moi vraiment j'ai pris mon petit stylo, mon petit calepin avant le podcast en disant faut que je cherche les auteurs des gens que je vais, des ouvrages que je vais citer, mais du coup toi tu arrives quand même à capter au vol les noms d'auteurs. Même si tu les donnes dans le mauvais ordre, on pourrait dire, parce que au Japon, comme en Chine, on donne le nom de famille avant le nom personnel. Ah, je suis navrée. Bon, il y a des gens qui pourraient dire que c'est des histoires de pinaillage, mais il me semble que il y a un peu plus en jeu, et que c'est une question c'est une question de comment les gens se connaissent, se présentent, etc. Oui, et je rebondirais en disant que justement dans les animés, dans les mangas, les personnages s'appellent par leur nom de famille même, notamment dans le milieu scolaire, et le fait de dire le prénom de l'autre, c'est une preuve d'intimité en fait, et que se permettent pas la plupart des étudiants, même s'ils passent du temps ensemble, etc. C'est vraiment par exemple, un garçon ou une fille qui s'appellent par leur prénom, ça dit déjà qu'ils ont une relation proche, peut-être amoureuse, voilà. Ouais. Par exemple. C'est en tout cas parce qu'on pourrait dire oui, mais c'est aussi tu dis pas le prénom, mais en fait si quand même. Enfin c'est il y a vraiment quelque chose d'important. Bon, c'est pas pour te taper sur les doigts, Isabelle, mais c'est Taniguchi Jiro, c'est pas Jiro Taniguchi. On peut peut-être demander à Elise ce qu'elle lisait elle comme manga. Alors moi déjà il faut savoir que je regarde plus des animés que je ne lis des mangas. Après ça veut pas dire que j'en ai pas lu, hein. Je me questionne d'ailleurs à savoir pour quelles raisons je vais aller peut-être plus vers les animés que vers les mangas. Je n'ai pas vraiment de réponse là comme ça, mais voilà, oui. Donc après je regarde plein de choses. En lecture, ce que j'ai chez moi, si on peut aller par là, peut-être pour commencer, c'est par exemple les vacances de Jésus et Bouddha, qui m'ont fait beaucoup rire. C'est rigolo parce que j'avais par ailleurs une liste de choses que j'ai pas lues de bout en bout, mais que j'ai feuilleté, et il y avait celui-là. Eh ben, tu vois. Donc, je me sens pas complètement coupée du monde, tu vois. Non, tu ne l'es pas. Et oui, je te le recommande aussi, parce que c'est vraiment le manga qui me fait me plier de rire en plein milieu des transports quand je le lis dans le train, ou où que je sois. J'ai des éclats de rire qui partent parce que le humour me touche. Donc ouais, je te le recommande. Donc, il y a celui-là, il y a quelques Tezuka, j'ai aussi des choses un peu plus... je sais pas, qui sont pas connus, que j'ai trouvé comme ça en librairie, comme Dédale. J'ai pas le nom de l'auteur là, mais après ouais, mais du coup j'ai vu beaucoup de choses, donc là je sais pas trop quoi dire. Et toi Eric, qu'est-ce que tu moi ton rapport au manga, ouais. J'avais prévu de faire quelque chose de beaucoup plus chronologique, donc tu peux n'hésite pas à m'interrompre pour dire ah oui ça j'ai lu, ça j'ai pas lu, si ça peut compléter. Ok. Parce que moi j'ai eu vraiment des phases et je suis peut-être au début d'une nouvelle phase de lecture de manga ou de même si effectivement nous notre truc c'est la lecture dans ce podcast, mais c'est vrai que je pense qu'on pourra en parler à un moment.
Il y a vraiment un rapport avec un rapport de transmédia, on va dire. J'ai commencé par de l'animé, mais qui s'est ensuite transformé en lecture grâce à Dorothée par Dragon Ball. Oui. Bon, avant Dragon Ball, j'avais été exposé dans l'ordre à Goldorak, donc Guren Daiza et Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. Mais c'est vraiment avec Dragon Ball que je pense aussi c'était une question de moment, c'était les années 90 et tout. Et un jour, j'ai vu au Géant Casino de Mandelieu-la-Napoule le tome 1 des aventures de Son Goku. et donc je me suis mis à les lire. Donc ça a été une première phase où je lisais pas grand chose d'autre, mais c'était vraiment Dragon Ball et voilà, donc pas jusqu'à Dragon Ball Z quoi. Voilà. Ensuite c'était pour les bébés, donc j'ai arrêté. D'accord. Parce que je suis entré au collège et j'ai repris au lycée plus tard et cette fois-ci toujours au début c'était des animés comme tu disais il y a vraiment mais des animés cette fois-ci trouvés par internet parce qu'il y avait internet entre-temps. Ouais. Et donc en japonais sous-titré anglais et donc c'était des choses très diverses comme c'est vraiment selon ce que sur les serveurs où j'allais j'ai commencé par Lovina qui est donc un manga harem où c'est un mec avec plein de filles autour et toujours des situations embarrassantes. Mais d'ailleurs tu devais connaître un petit peu ce genre-là parce que si tu as regardé le Club Dorothée, tu as vu Ranma 1/2 et c'est un peu un harem aussi. Il y en avait plein. En fait, après coup, tu te rends compte que ouais. Lovina. Après, il y avait un truc complètement pété de science-fiction qui s'appelait Lane. Oui, je l'ai vu. Bon, ça, je sais pas s'il y a eu un manga, mais ensuite, comme manga que j'ai lu dans la foulée, il y a eu GTO, One Piece, Naruto, Shikaru no Go, qui tient une place particulière dans mon cœur. Oui. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais voilà, donc plein de shonen, on va dire à cette époque-là. Et puis au bout d'un moment, ça m'a gonflé et j'ai arrêté. Enfin, des shonen et des shoujo aussi. Et je me dis bon, là, le but n'est pas de faire toute l'histoire de ma vie, donc peut-être que on peut justement parler un peu de ces catégories pour Isabelle et d'autres qui ne seraient pas au fait de toutes ces classifications. Oui. Alors ça, par contre, ça me dit quelque chose. Vraiment, shonen, shoujo, les choses comme ça, c'est bon. Je vois un petit peu, mais par contre, il va falloir m'éclairer sur tout ce qui est plus pointu. Ouais. Pour le redire quand même, shoujo c'est une catégorie qui serait destinée plus aux filles et shonen plus aux garçons. Dans les shonen, ce serait plutôt des histoires où les héros partent en quête d'eux-mêmes et de leur puissance et font des aventures pour se trouver. Et les shoujo, c'est plus des histoires qui vont se passer dans l'école, dans la vie quotidienne, des histoires d'amour, voilà, plutôt ça. Le harem dont on parlait tout à l'heure, c'est en général un garçon qui a autour de lui, qui gravite plusieurs filles qui lui plaisent ou qui le draguent, les deux, ou parfois ça peut ne pas être les deux. Enfin, du coup, ça fait des variantes scénaristiques. Voilà pour ces deux termes. Après. Oui, j'allais dire en écoutant comme ça donne pas très envie parce que ça a l'air mais en fait c'est à la fois c'est vrai. Oui. Les gens qui pourraient dire franchement c'est un peu comme ça. Mais en faisant des recherches pour le podcast et tout, je m'étais rendu compte que en fait derrière shonen et shoujo, je pense que ce que dit Élise ça vaut pour 90% de la production parce que mais en fait au Japon c'est un petit peu plus c'est un peu plus compliqué et ce qu'il en ressort c'est que ce sont des catégories avant tout éditoriales qui ciblent un public. Il y a pas vraiment quand tu regardes ce qui est catégorisé comme shonen, c'est-à-dire ce qui est publié dans des magazines qui ont shonen dans le nom, donc Shonen Jump, Weekly Shonen, ouais mais Weekly c'est aussi c'est Shonen Jump, mais il y en a je sais plus, il y a 3 gros éditeurs, t'as Shueisha, Shogakukan et Kodansha, et ils ont chacun leurs différents magazines mensuels, non pas mensuels, hebdomadaires, quotidiens, de prépublication. Et par exemple, en réfléchissant à l'avance avec Elise, on se disait par exemple ouais ok donc Death Note c'est plus dark, c'est plus mature, donc c'est probablement un seinen, donc pour les jeunes hommes donc on va dire qui ont la vingtaine, mais en fait non, c'est un shonen.
De même, un Parce truc... qu'il est classé, et parce qu'il est paru dans C'est ça, dans un magazine qui s'appelle Shonen. exactement. Et donc Et- c'est un shonen. et Il parce prend, que il prend ouais. le nom du magazine, quoi. Ouais. Et il prend le nom du magazine parce que, en fait, il est destiné à Un public de jeunes garçons. un public de 8 Et à 17 ans il y a garçons. aussi des magazines qui s'appellent Seinen quelque Seinen, chose. ouais, Seinen. alors dans les magazines pour les grands, donc, en gros, il y a 4 catégories selon l'âge et le genre, ouais. des lecteurs. C'est shonen shoujo pour les petits et seinen josei pour les Pour grands. les grands, ouais. Ok. Et il y a des petites nuances, mais en fait, par exemple dans les shonen, nous on pense aux shonen de combat, Bah, Dragon Ball, One Piece, Naruto, etc. en gros. Mais il y a aussi tout un autre genre qui est les shonen de mecha, avec des gros robots. Ouais. Et ça, moi je Ouais, suis ouais. pas du tout fan, donc j'y pensais pas, mais je me suis rendu compte aussi en faisant des recherches que Si, ça c'est fait sûr. partie des shonen aussi. Oui, Goldorak, Oui, entre autres, oui, c'est Ouais. vrai. Mais il y a tout un... Gundam. Il y a tout... En fait, il y a... Enfin, si on parle de catégories, du coup, après... Parce si on part sur le fait que les mechas, c'est une catégorie, bah, il y a une catégorie gore, il y a une catégorie horreur, il y a une catégorie science-fiction. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de catégories différentes parce qu'en fait, par exemple, des choses qui se passent dans l'espace, justement, il y en a beaucoup aussi. Oui. En tout cas, Isabelle, Oui. comme tu peux le voir, c'est un type de bouquin où ça se prête un petit peu comme les albums de musique de métal, où on peut très facilement faire des groupes, des cloisonnements, des sous-genres, des sous-sous-genres. Ouais, c'est ça aussi, donc j'ai l'impression. Où chaque groupe, chaque mangaka a son propre genre si on continue. Mais Et c'est tout thématique. Et Bah, si on veut, on peut se dire que c'est thématique, ouais. les sous-genres sont thématiques, mais là, je pense qu'il faut s'habituer. Enfin, ça, je trouve ça intéressant de commencer en se disant le classement, il est avant tout dans une logique non pas créatrice, narrative, etc., mais une logique éditoriale. Ouais. De mon public, D'accord. celui qui va acheter mon magazine, il a entre 8 et 17 ans et c'est un garçon, donc je vais lui montrer ce genre d'histoire. Ok. Et inversement pour les filles. Et dans ce genre d'histoire, il y a ce genre d'histoire qui se passe sur Terre, ce genre d'histoire dans l'espace, Voilà. ce genre d'histoire avec un peu de science-fiction, ce genre d'histoire. Ce serait ça. Ouais. Par exemple, Jojo, Bizarre Aventure, enfin, ce serait aussi ce genre d'histoire pour les garçons, mais avec justement pas mal de fantastique. Mais c'est quand même du combat. Mais c'est quand même du combat, oui. Oui. Mais c'est ce que je trouve intéressant dans ce manga-là, animé-là. Enfin, moi, je vais toujours hésiter entre manga et animé quand je parle parce que il y a une différence entre les deux, mais pour moi, c'est la même chose. Et ouais, je sais plus ce que je disais du coup. Dans Jojo, c'est fantastique. Que c'était pas, enfin, que c'était un shonen, que c'était censé peut-être être pour les petits garçons, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose d'autre. Et qui est, enfin, c'est pas Dragon Ball, c'est pas One Piece, enfin, des choses qui peuvent toucher les émotions et enfin voilà, mais là, je trouve qu'il y a quelque chose d'autre dans Jojo. Il y a beaucoup plus de sourcils. Ah oui, c'est vrai que toi, ça t'a choqué. J'ai vraiment du mal. Autant tu vois ce que c'est, Isabelle, Jojo's Bizarre Adventure ou pas du tout? Non, ça me dit rien du tout. Autant il y a plein de noms que j'ai déjà entendus, autant ça, vraiment, non, rien du tout. Ok. Juste, du coup, c'est l'histoire de... Ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans Jojo, c'est déjà le côté famille. Enfin, ça commence dans les années, je crois, 1800 quelque chose, avec un personnage qui se retrouve à avoir une faculté. Une faculté qui lui permet de se battre, oui, etc. Mais une faculté. Et en fait, cette faculté va se transmettre de père en fils et jusqu'à nos jours, en fait. Enfin, et déjà, ce côté-là, je trouve ça intéressant. Alors après, tu vas me dire, bah oui, Dragon Ball aussi, il fait des enfants, ça se transmet et tout, mais je sais pas, je trouve vraiment qu'il y a quelque chose de différent. Mais j'ai du mal à dire quoi. Ok. En tout cas, oui, chaque manga peut enfin, ce qu'on dit là sur les catégories, c'est pour montrer un petit peu comment ça s'organise quand on parle de ces catégories de shonen, de machin. Après, évidemment, qui lit quoi, ça dépend pas forcément des intentions des éditeurs.
Par exemple, si on regarde les chiffres de vente, en fait, les plus vendus, c'est les shonen dont on parlait, les shonen. Donc, le terme c'est nekketsu, donc c'est du sang chaud, du sang qui bout, avec la tension qui monte, Ouais. où tu vas avoir toujours les mêmes enjeux, de un peu néolibéraux, de dépassement de soi, de valeur de l'effort. Des confrontations de principes. Bon, c'est pas pour faire une lecture anthropologique, mais t'as souvent un héros qui représente l'inné face à un qui représente l'acquis. T'as celui qui doit se faire des efforts pour se surpasser et l'autre qui a des dons naturels et puis ils deviennent amis ou pas. Enfin bon, t'as toujours un peu ces mêmes problématiques. Et ça, c'est ceux qui se vendent le plus. Genre One Piece actuellement, c'est ce qui est le plus vendu. Ouais. Derrière, t'as tout un tas d'autres qu'on connaît tous, enfin au moins de nom, Naruto, Dragon Ball, etc. T'as quelques seinen, donc des mangas pour adultes entre guillemets, enfin pour jeunes hommes, qui ont aussi des scores comme ça. Et puis bien en dessous, genre 50 ou 60 millions d'exemplaires de moins, tu commences à avoir des trucs, la destination des filles, etc., etc. Donc on se demandait avec Élise, est-ce que c'est parce que les filles lisent moins? Ouais, voilà, on pourrait croire que c'est pour ça, parce que les filles lisent moins, parce qu'elles ont moins le temps, parce que Tout un tas de raisons. Voilà. Ou Ou peut-être que c'est parce que les filles lisent aussi des shonen, et alors que les garçons ne lisent pas tellement de shoujo. Ouais. Et du coup, forcément, proportionnellement. Et ces sources de vente, là, ces chiffres de vente, c'est quelque chose de français, de japonais, de mondial? De mémoire, c'était les chiffres mondiaux. Ok. Donc effectivement, c'est difficile de faire des généralités puisque les pratiques de lecture sociologiquement sont peut-être pas les mêmes en Europe, aux États-Unis, au Japon. Bon, après c'était juste pour dire voilà, il y a un gros succès de ces mangas publiés dans des magazines pour garçons, pour jeunes garçons, qui ont un peu toujours les mêmes thèmes et qui sont extrêmement normatifs. On peut peut-être parler de ça un petit peu, on en a déjà vaguement parlé. Du fait que c'est très codifié. Ouais, on a vu que c'était très codifié à l'édition, mais c'est aussi très codifié narrativement, je trouve. Oui, et je sais pas si quand tu dis à l'édition, tu parles de scénario ou d'autre chose, mais même aussi par rapport au dessin. Oui. Parce que là, je me suis souvenue justement d'une conversation que j'avais eue avec une personne sur Internet, et j'avais publié une image d'un animé. Parce que j'ai cette pratique-là, j'aime bien, dès que j'ai fini un animé, j'ai mes petits albums photos, et je rajoute une photo aussi, c'est comme une mémoire de ce que j'ai vu. Et, il faudrait que tu fasses un compte Twitter pour ça d'ailleurs. Je pense que tous les gens qui écoutent le podcast te suivraient. Peut-être. Et cette personne, du coup, ce qui était drôle, c'est que les dessins, en fait, lui avaient fait penser que c'était un shoujo. Parce qu'il y avait une fille avec une robe avec des froufrous, une petite coiffure mignonne, des grands jolis yeux. Et en fait, en discutant, elle s'est rendue compte que non, c'était un shonen. Et donc voilà, c'est pour dire que même dans les dessins, dans la façon de dessiner les personnages, on peut reconnaître des codes. Et là, pour le coup, l'animé que j'avais partagé brisait ce code. Parce que c'était pas du tout un shoujo. Et c'était quoi? C'était en fait, la jeune fille dans l'histoire, c'était une fossoyeuse. C'était un peu sombre, dans un monde où Dieu avait disparu. Je crois que je me souviens de ça. Et il retrouvait des personnes mortes, et du coup, elle les enterrait. Enfin, c'était comme si c'était sombre. Ouais. Mais ce qui est marrant, parce que moi, quand là on parlait des catégories et des clichés qu'on peut avoir, moi, là ce que tu me dis, effectivement, c'est pas ultra girly, love, les garçons, les filles, mais ça s'éloigne du côté, moi, le cliché que j'ai, que ça va être bagarre, baston, éclat de sang, comme disait Eric, tu vois. Oui, il y a pas que ça. Le côté shonen que je viens de te raconter, c'est pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en plus parmi les shonen, il échappe aussi au cliché du shonen qu'on peut avoir spontanément quand on en lit pas, justement, je pense. C'est vrai. Mais il y avait quand même des moments où ils devaient se battre parce qu'elle rencontre un garçon et tous les deux en fait se battent un peu contre eux. Je sais plus ce que c'était, des entités, des espèces de morts vivants. Ouais. C'est pour ça, je pense que... Et juste, j'ai retrouvé le nom, donc ça s'appelait Kami-sama no Inai Nichiyobi. Voilà. Donc le dimanche sans Dieu, un dimanche sans Dieu, c'est ça? Un dimanche j'ai pas la traduction française et je l'ai pas cherché, donc mais oui, peut-être. Mais Kami-sama, c'est Dieu, c'est sûr. No Nai, donc ça veut dire il n'y a pas.
Et Nichi-Yobi. Nichi-Yobi, c'est dimanche. Donc Voilà. un dimanche ou des dimanches sans Dieu. Des dimanches nietzschéens. Donc oui, Isabelle, pour répondre à ton interrogation, et ce que ça me fait penser, la manière dont Élise aussi t'as répondu par rapport à ce manga-là, c'est que derrière l'apparence des mangas où on se castagne, il y a une structure, une espèce de truc interne qui se retrouve dans plein d'autres mangas, d'autres shonen. Même quand ça se tabasse pas, ça se tabasse quand même. Par exemple, t'as tous les mangas de sport. Oui. Tu remplaces, et même, moi je parlais de Hikaru no Go, parce que je trouve que, en tout cas dans ma mémoire, je suis en train de le relire là, de le re-regarder, c'est peut-être un peu différent, mais que ce dont je me rappelais, mais j'avais l'impression que ça parodiait les codes du shonen comme ça. Mais bon, en fait, dans tous les trucs de sport, c'est le même truc. Et après, justement, tu peux voir ce genre de logique, ce genre de schéma narratif où t'as des étapes obligatoires. C'est pour ça que je parlais d'un genre surcodé, en fait, surcodé visuellement, comme le disait Élise, surcodé narrativement dans le sens où t'as l'affrontement. Tu as après ou avant, si tu as par exemple un échec, après tu as une préparation qui peut être un entraînement, ou ça peut être des cours, ça peut être un examen qui peut dériver comme dans Naruto en tournoi, ou qui peut être là dès le début comme dans Hunter x Hunter, qui d'ailleurs au passage, en tout cas dans ses premiers ses premiers tomes et ses premières saisons pour l'animé, moi je trouve fait un boulot remarquable de jeu avec les attentes du shonen à la Dragon Ball. C'est-à-dire que t'as tous les moments obligés, mais ça n'est jamais, ça se résout jamais de manière banale, ou de manière dans les codes, jusqu'à un moment où après ça dérive. Bon. Ouais, et c'est vrai que là-dedans, ils peuvent même partir loin, parce que par exemple, Food Wars, Oui. c'est un jeune garçon qui entre dans une école de cuisine, et pareil, enfin, c'est la cuisine qui devient le terrain de le ring. Voilà, ils font des duels de cuisine, qui va cuisiner le mieux, etc. Et alors, ce qui part aussi, c'est le côté hyper sexualisé des personnes qui mangent, qui goûtent les plats, les jurys, en fait, quand ils aiment ce qu'ils sont en train de manger, c'est comme s'ils partaient aux cieux en jouissance orgasmique incroyable, ils perdent leurs vêtements, etc. Enfin, ouais. C'est assez, ça devient un petit peu répétitif. Élise m'avait survendu le truc, et quand je l'ai regardé, oui, je trouve, alors j'ai pas regardé extensivement la version, enfin pas la version, mais sur le même thème, un animé des années 90 qui, je sais plus le titre en japonais, mais qui s'appelait Le Petit Chef en français. Ah, ça me dit quelque chose en effet. Ouais. Où là pour le coup, il y avait un petit peu plus, je trouve, d'inventivité dans les hallucinations gustatives des gens, parce que ça passait pas que par le sexe. Alors que dans Food Wars, je trouve que, comme dans beaucoup de mangas, et c'est un peu le problème, on parlait de codes narratifs et tout, mais il y a aussi des codes sociaux, et vu que c'est destiné à un jeune public, moi je trouve que ça mérite question. Mais bon, c'est peut-être la même chose, on pourrait dire la même chose sur beaucoup de productions de masse, on va dire. Mais du coup, le Petit Chef, c'était quoi? Parce que là, moi, je me souviens, par exemple, dans Food Wars aussi, ça peut partir un peu sur d'autres choses, même s'il y a toujours le sexe en fond, mais ça me fait penser, enfin, tu vois, ils se retrouvent dans un univers, dans des montagnes, des choses comme ça, enfin... Oui, moi, ce qui me gêne dans Food Wars, c'est que le centre de l'hallucination, c'est la plupart du temps... Sensuel, mais plus que ça, c'est vraiment, ça mime les codes du hentai, de l'orgasme, notamment chez les personnages féminins, qui vraiment poussent des cris, voilà. Il y a un jeu parodique avec le porno. Avec le rose. Exactement. Ça, c'est sûr. Donc, bon, ça c'est un détail, mais ça nous fait penser que je trouve qu'il y a des codes sociaux, notamment des codes de genre, qui, on peut en parler, parce que je sais qu'Élise, tu es sensible à ça, et c'est vrai que les codes de la masculinité hégémonique ne sont pas les mêmes au Japon. Et donc, quand on les voit ici, ça peut avoir un effet, justement, un petit peu de trouble dans le genre. Mais je trouve que c'est quand même extrêmement normatif, et chaque genre doit être dans son camp. Enfin, tu vois ça dans beaucoup de productions. Je dirais, pour finir, après je vous laisse parler. en bon mansplainer, j'ai passé mon temps à parler de féminisme. Mais je trouve que... je sais plus ce que je voulais dire. Mais t'as des exemples, parce que tu parlais de l'hégémonie masculine qui est différente dans les expressions, enfin dans les mangas d'expression japonaise, et ça donne... tu parlais de troubles dans le genre quand on les lit en France, par exemple. T'as des exemples de ces twists, en quelque sorte? Alors, je peux commencer, mais je sais qu'Élise avait aussi pensé à des trucs que ça lui a fait. Moi, je pense... j'ai parlé de Hikaru no Go, qui est donc l'histoire d'un garçon qui se fait hanter par un maître de Go de l'époque médiévale,
Et justement, ce personnage du fantôme, Sai, donc qui est en tenue de cour du Xe siècle, donc avec des grandes robes, etc. Mais ça va plus loin que ça. Il a des cheveux longs, il a des traits fins, il a même dans l'animé, il a du rouge à lèvres, violet. Ouais, j'allais dire du maquillage. Ouais. Et même dans la façon dont le comédien de doublage le joue, etc. Vu d'un point de vue occidental, on pourrait dire il est très féminin, très efféminé. Mais ça n'est pas du tout moqué, tourné en dérision dans le manga. Et je pense que voilà, il y a ce genre de choses, ce genre d'exemples qui m'ont fait dire ce que je disais. Oui, du coup, ça me fait penser au théâtre de No et au fait que c'était les hommes qui jouaient des personnages féminins et que du coup, c'était pas... Enfin, je sais pas. Oui, il y a plein de raisons culturellement qui font qu'au Japon, c'est pas la même masculinité. Après, quand on est petit et qu'on a grandi en regardant Ranma 1,5, par exemple, où c'est l'histoire, je sais pas si tu connais ça, Isabelle, mais l'histoire d'un jeune garçon qui est tombé dans une source d'eau chaude qui s'appelait la source de la jeune fille pendant qu'il s'entraînait avec son père justement à devenir un homme fort pour pouvoir... Ah si, en fait, enfin je connais pas, j'ai pas regardé, mais j'ai déjà cherché, je crois, des trucs là-dessus. Et voilà, et du coup maintenant à chaque fois qu'il tombe dans l'eau froide, je crois que c'est ça, il devient une fille. Ok. Voilà. Et il y avait ouais. Je me demande s'il y avait pas un... Parce qu'on a... je pense que c'est ça, on s'est peut-être pas assez présenté au début, mais on a un petit décalage, je pense, dans les dessins animés de matinée. Oui. Et moi, je pense qu'il y avait à peu près la même chose qui avait été fait dans KD2A, mais version européenne et... C'était quoi ? C'était filmé. Je sais plus, c'était... faudrait que je retrouve... Parce que j'avoue que les productions KD2A, c'est plus... Mais c'était pas une histoire avec l'eau froide, hein, mais c'était aussi un... Et le titre ressemblait, c'était l'histoire d'un mec moitié-moitié. Il changeait, lui, je pense quand il avait un coup, quand il se cognait, je crois. Mais c'était... D'accord. Enfin voilà. Bref, ça me dit quelque chose quand même. Oui. Ok. Ouais. Et donc ça, et puis moi j'avais... il y avait aussi un... Par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé de 10 été 11, avec l'histoire là où c'est des jeunes pilotes qui vont dans l'espace pour passer un concours. Et en fait, parmi eux, en fait, c'est pas tous des êtres humains de la planète Terre. Il y en a qui viennent d'autres planètes, et notamment un ou une qui, en fait, dans son peuple, en fait, ils naissent tous avec un corps justement féminin. Et puis, arrivé à un certain âge, ils peuvent choisir de rester une fille ou de devenir un garçon. Ok. Voilà, et ouais, ça... c'est pas le... En plus, c'est pas du tout l'objet principal du manga ou de l'animé, mais c'est en espèce d'intrigue secondaire, et je trouve ça intéressant que ce soit là, quoi. Enfin, en plus, c'est à la fin, ça se révèle quand même assez important. Et j'ai pas vu non plus beaucoup d'animés qui traitaient de cette problématique-là. Je pense que c'est ce qu'on disait, c'est que c'est pas super répandu. Et je pense que globalement, le Japon, en tant que pays et en tant que espace culturel, se pose bien là, surtout actuellement, en matière de masculinité hégémonique, de répartition sexuelle du travail, ce genre de choses. Mais comme c'est pas les mêmes codes qu'ici, ça peut, pour un lectorat européen, ça peut participer à remettre des choses en cause. Et donc ça, c'est plutôt cool, même si faut rester extrêmement critique, parce que en définitive, j'apprécie en tant qu'adulte, parce que je vois les codes et je vois les mangas qui s'en sortent parce que ils prennent pas ça trop au sérieux, et ceux qui sont complètement au premier degré dans faut être un homme, etc. Mais puisqu'Élise en fait parlait de Food Wars, je pense qu'elle a très envie de parler justement d'un petit peu de porno. En tout cas de mangas qui traitent des questions de sexualité, parce que ça fait aussi partie des choses, des points attendus, je pense, quand on parle de manga, de parler des yuri et des yaoi. Et je pense qu'il y a des choses à clarifier éventuellement pour des gens qui n'auraient qu'une vision lointaine de ces genres. Oui, alors là, tu vois,
Donc par exemple Isabelle, si on te dit Yuri Yaoi, c'est-à-dire Yuri Yaoi, qu'est-ce que tu t'imagines? Bah, j'imagine. Pour Yaoi, ça me dit vraiment quelque chose. Je pense que c'est qui met en scène des romances entre hommes, mais plutôt à destination d'un public adolescent féminin, non? Si j'ai ça. Bien, Tout bien. à fait, ouais. Et du coup, par définition, j'aurais envie de dire que Yuri, ce serait l'inverse. Enfin, l'inverse, ce serait le côté lesbien du truc. Ouais, mais par contre, le public est toujours destiné. C'est toujours aux filles. Et en fait, tout cela se comprend à cause du déficit des naissances du Japon. Hein. Il est hors de question d'encourager les jeunes garçons à aller chercher du côté de l'homosexualité parce qu'il faut faire des enfants. Ok. Non. Et tu penses qu'il y a vraiment une politique non. éditoriale liée à ça? Peut-être, pourquoi pas. Non, par contre, j'avais lu donc dans un ouvrage consacré un peu daté, je pense maintenant, mais un ouvrage de sociologie du Japon qui s'appelle sociologie. Oui, une enquête sociologique en tout cas qui s'appelle Les enfants du virtuel, Otaku les enfants du virtuel, donc d'Étienne Barral, où il y a un passage sur les yaoi où il explique que donc c'est des autrices, des mangaka femmes exclusivement pour un public de jeunes filles. Et lui, il a, à partir des interviews qu'il fait dans des conventions au Japon dans les années 90, ce que lui disent les lectrices, c'est, il en vient à l'idée que c'est une manière d'avoir des histoires d'amour parfaitement idéalisées, sans la perspective du mariage qui les ramène aux modèles parentaux qui sont extrêmement délétères pour elles. Et donc lui il explique ça comme ça, c'est parce que le mariage est vécu par les jeunes japonaises comme un truc tellement oppressant que quand on leur parle d'amour, elles préfèrent que ce soit entre deux hommes parce qu'elles peuvent pas s'imaginer qu'il y aura du mariage à la fin. Ok. Du coup, il n'y a pas du tout d'institutionnalisation des amours homosexuels au Japon. Bah, en tout cas à l'époque, je suis pas très au courant de ce qui se passe au niveau du droit japonais, mais ça m'étonnerait. Ouais, non, ça commence tout juste là. Moi, ce que j'ai vu 2-3 interviews de personnes japonaises justement qui faisaient des témoignages et ça commence. Il vaut mieux rester discret, pas. Oui. Voilà, c'est un peu plus accepté qu'il y a quelques années, mais c'est pas encore, l'assumer pleinement au grand jour. Enfin, c'est encore compliqué apparemment. Ouais. C'est bien ce qui me semblait, moi, à l'époque, mais voilà, moi, ça fait longtemps que je n'ai plus mis les pieds au Japon. Les yuri, par contre, apparemment, d'après mes sources, pas très... c'est drôle que les yuri, ça te dit rien, Isabelle? J'ai jamais entendu ça. Autant yaoi, vraiment, c'était quelque chose que... quand j'étais... Déjà au collège, même, je me rappelle vraiment en 4e qu'il y avait... quand on allait en voyage scolaire et tout, je me rappelle que ça circulait dans les chambres. Mais Yuri, j'ai jamais entendu. Donc, on a bien fait de parler d'Alice Coffin au début, puisque justement, c'est l'invisibilisation généralisée des lesbiennes, qui se continue jusque dans les mangas. Par contre, c'est pas vraiment, je pense, le Yuri est aussi destiné à des jeunes filles. Apparemment, d'après mes sources, donc ça vient donc ça s'est apparu dans les années 60-70 en tant que manga. Ça s'inspire d'un phénomène culturel qui s'appelle le SE et qui est donc des amitiés très très fortes entre des adolescentes. Très très forte. Oui, mais alors d'après la page Wikipédia, qui peut-être fait de l'invisibilisation, mais peut-être que c'est plus compliqué. Le yuri, donc c'est un genre qui est largement investi par des histoires d'amour lesbiennes, mais apparemment, ou alors c'est une tentative d'invisibilisation, mais ça s'appuierait dans un contexte culturel où il y a cette pratique de l'amitié sélective, on pourrait dire, entre jeunes filles avant le mariage. Qui apparemment depuis le début du XXe siècle, depuis on va dire l'occidentalisation du Japon, s'était développée dans les milieux scolaires, etc., et qui était plus ou moins institutionnalisée, quoi. Une jeune fille, elle a sa meilleure amie, comme on dirait. Ouais, ça me fait penser justement à un manga que j'ai vu, mais alors, c'était il y a pas longtemps, mais je sais plus ce que c'était du tout. Où justement c'était ça l'histoire, il y avait une fille qui aimait les filles, qui s'en était rendu compte assez tôt et justement qui avait eu une relation avec une autre fille pendant ses classes, je sais pas, au collège. Et elle se recroisait des années plus tard
elle, tout en sachant qu'elle aimait toujours les filles, et l'autre en lui disant ah, je suis mariée maintenant, j'ai des enfants, et puis c'était bien rigolo tout ça, mais c'était juste comme ça. Ouais. J'aimerais bien retrouver ce que c'était d'ailleurs. Ouais. Pour conclure, puisqu'on n'a pas de choses à faire deviner, on peut aborder un dernier thème qui est celui de l'adaptation, peut-être. Oui. Du rapport du manga avec les autres genres littéraires. Oui, j'ai vu qu'il y avait un éditeur parce que toujours pareil, hein, dans la pratique de l'enseignement, on est en train d'essayer de repeupler le CDI actuellement. Et c'est toujours pareil, on a quand même un public de très petits lecteurs, et les mangas, c'est encore quelque chose qui les attire assez facilement. Ouais. Et se poser la question, justement, d'aller vers ces adaptations. Donc, il y avait l'éditeur Nobinobi, qui se spécialise véritablement dans l'adaptation de classiques de la littérature, principalement française, en manga. Et du coup, ça donne un truc qui... Moi, la première fois, j'ai une amie qui bossait au rayon manga du Furet, enfin, c'est la Fnac, quoi, la Fnac du Nord. Et quand j'ai vu ça, enfin, la première fois que j'ai vu Les Misérables, par exemple, en manga, il y a un côté, qui fait bugger d'un point de vue culturel. Mais après, moi, je le vois vraiment comme un moyen de transfert. Et du coup, se pose vraiment la question de comment tu transposes, parce que ça va vraiment changer l'univers visuel, j'ai l'impression, de l'histoire. Ne serait-ce que même si ça se maintient en France, le manga, il est rattaché à quelque chose de japonais, ou en tout cas d'asiatique. Et ça me... Maintenant, je l'ai trop vu pour que ça me choque, mais vraiment, les premières fois, je me suis dit, c'est vraiment deux trucs que j'aurais pas mis ensemble. Tu vois, c'est un peu les pubs en ce moment pour les mentales à la confiture. Tu vois, il y a un moment, tu fais, qu'est-ce qui se passe ? Après, c'est peut-être bon, hein. C'est intéressant, parce qu'effectivement, il y a ce côté, les mangas, c'est le Japon. À tel point que même quand les Coréens font des mangas, on n'appelle pas ça des mangas. On appelle ça des manhwas. Mais en France, manga, c'est japonais. Et il y a quelques mangas faits par des Français, par exemple, mais déjà, c'est compliqué de faire admettre ça comme des mangas. Et donc, je pense que c'est lié à tout un tas de choses, mais c'est pas propre à la France, parce que j'allais dire, en France, de toute façon, tout ce qui vient du Japon, moi, j'ai consacré 2 ans de ma vie à parler du haïku et comment, de tout ce qu'en font les gens, les poètes, etc. en France. C'est très particulier, mais aux États-Unis, c'est pareil. Il y a une fascination pour c'est le soft power japonais, hein, ça fait partie du rayonnement culturel japonais. Et je comprends tout à fait ce dont tu parles quand tu dis que ça fait bizarre de voir Crime et Châtiment, Les Misérables ou La Recherche du temps perdu, parce que faut pas oublier qu'on est toujours un crypto-proustcast. Quand j'ai vu le baron de Charlus avec des grands yeux, avec 2 taches blanches pour les reflets de la lumière et ses moustaches, etc., ça m'a fait bizarre. Mais du point de vue de l'adaptation, en fait, on va dire le rapport donc ça c'est plus un rapport, on va dire de culture à culture qui fait bizarre, parce que à l'intérieur de la culture, on va dire de l'Extrême-Orient, enfin de l'Asie de l'Est, il y a des mangas hyper connus qui sont des adaptations de romans. Et je ne prendrai comme exemple pour commencer que Dragon Ball, qui, avant de devenir le délire de tuer des aliens et des cyborgs et des démons, c'était une adaptation librement parodique d'un classique de la littérature chinoise qui s'appelle Le Voyage en Occident, qui raconte l'histoire d'un bonze qui va chercher des sutras en Inde, et qui part vers l'ouest, et qui rencontre, donc en l'occurrence le sage c'est Bulma, et elle rencontre le prince singe qui est Goku, et puis t'as un cochon, etc. Enfin, et ça ils l'ont réadapté plus fidèlement au roman dans les années 2000 dans un manga qui s'appelait Sayuki. Ok. C'est ce qui traduit littéralement le voyage en Occident. Donc et je pense qu'on peut en trouver d'autres. Par exemple Lady Oscar. Alors bon, toi tu parlais de Gabriel. Moi j'ai pas vu ça dans les sources de Lady Oscar. Apparemment c'est inspiré de juste à chaque fois que je parlais de mon sujet de mémoire, les gens me disaient « Ah, comme Lady Oscar !» Donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui traîne dans le genre, quoi. Mais d'après ce qu'aurait dit l'autrice, c'est inspiré du Marie-Antoinette de Stefan Zweig. Ok. Fait. Voilà. Plus dans les sources littéraires de Lady Oscar. Mais bon, ça, c'est une belle rencontre.
Bah après, c'est sûr que le personnage de Charlus, je pense que toi comme moi, on y est, on y est très attachés. Donc l'adaptation, elle va venir casser un petit peu l'univers qu'on se construit autour d'une œuvre. Mais ça, je pense que c'est pas propre au manga. En fait, la question, c'est plutôt l'adaptation de manière générale, plutôt que strictement l'adaptation en manga de classiques littéraires. Même si c'est un genre de manga sur lequel que j'identifie quand on parle de manga. Donc c'est une problématique du manga, mais pour moi qui ouvre plutôt de manière générale sur qu'est-ce que ça fait d'adapter un livre. Et ça va être valable à l'écran, en BD, et ça on en avait déjà parlé, en manga, et ça nous renvoie à faire un épisode potentiel prochain. Sur les adaptations. Après c'est vrai que le manga... Je le dis comme ça, mais dans son rapport à l'animé, qu'on n'a pas trop abordé ici, c'est un genre qui a un statut, je pense, particulier, en tout cas qu'il l'a acquis avec le développement de toute cette industrie de l'animation, qui fait que je pense que c'est pas illégitime Enfin, c'est pas illégitime. C'est compliqué de dissocier un manga radicalement de sa version animée. Enfin, c'est pas les mêmes rapports que entre un livre comme Le Seigneur des Anneaux et son film. Ouais, parce que on avait évoqué ça ensemble lors d'une de nos discussions, notamment quand on avait parlé de Bakuman, puisque c'est une œuvre. Du coup, je sais même plus si je dois dire manga ou animé. C'est un manga à la base. C'est un manga qui parle justement de jeunes garçons qui deviennent mangaka et qui créent des mangas. Et justement la consécration en fait pour eux, c'est quand un éditeur leur propose d'adapter ou de passer, je sais pas trop comment on pourrait dire du coup, leur manga en animé. Et là, ça prouve qu'ils ont eu suffisamment de succès en fait pour pouvoir accéder à ce média-là. Et en plus, ensuite, c'est même plus eux qui sont aux commandes, en fait. C'est comme si... Parce que ça va être d'autres personnes qui s'occupent de le mettre en mouvement, de mettre les couleurs, etc. Et ouais, du coup, c'est pas forcément une adaptation comme on peut l'entendre de manière... quand on parle d'adaptation entre un genre et un autre, quoi. Entre film et roman, par exemple, des choses comme ça, là, ce serait autre chose encore. Donc, une fois n'est pas coutume, on vous a pas fait deviner grand-chose parce que, voilà, justement, il fallait deviner pourquoi on vous avait rien montré. Isabelle ? Eh bien, parce que c'était compliqué quand même de partager une vignette pour faire deviner le manga sans le faire deviner, en vérité. Oui. Et puis moi je pensais aussi à des questions de droit, mais ça peut-être que je me prends la tête pour rien. En fait, la dernière fois qu'on avait fait des planches, on se les était faites entre nous et donc il n'y avait pas nécessité de trouver le moyen de les publier sans tomber sous le coup de la reproduction illégale. Bon, en tout cas voilà, les gens se sont grattés la tête et pas seulement les gens de ma famille qui avaient des poux. Parce que pour trouver pourquoi, et alors on a eu, alors c'est le mystère, le suspense, on a eu beaucoup de suspense, hein. Il faudra qu'on fasse un épisode sur le suspense à l'occasion. J'ai eu le vide, j'ai eu l'espace typographique. Ouais. Ah, ça aussi, il faut qu'on le fasse, la ponctuation et la typographie. Ah, et d'ailleurs, par rapport aux réactions des gens, il faut que je fasse un mea culpa. Dans le dernier épisode, j'avais dit que personne n'avait trouvé Rabelais, et c'était faux. Il y avait également Gaël qui avait trouvé. Et juste, comme je louche quand je lis les réponses des gens, je ne l'avais pas vu. Aïe, aïe, aïe. Voilà. J'espère qu'on n'a pas perdu une oreille. Très bien, donc, Élise, où est-ce qu'on peut nous trouver, toi qui nous trouves régulièrement? Eh bien, on peut vous trouver, par exemple, sur YouTube, ou même sur Instagram, il me semble. Oui. Ensuite sur Facebook aussi. Et sur Twitter. Donc à chaque fois, vous cherchez Nos langues dans ton oreille. Vous finissez par trouver. Voilà. Et pour le mail, il suffit de rajouter @gmail.com. Et vous trouvez Eric.
Oui, généralement, c'est moi qui réponds. Si vous avez trop peur, il y a Instagram, c'est moi qui réponds en général. Et Facebook, c'est les deux. Twitter, c'est moi aussi. Donc, n'hésitez pas à nous parler, nous envoyer vos remarques, etc. De parler de nous autour de vous, n'est-ce pas, Élise? Oui, c'est déjà fait pour moi. Ah, très bien, très bien. Et Isabelle, on peut leur souhaiter un joyeux printemps, puisque la prochaine fois qu'on se retrouve, on sera déjà en avril. Voilà. Et donc, en attendant, Isabelle, qu'est-ce qu'on peut leur faire? Eh bien, comme d'habitude, des léchouilles, des grosses léchouilles. Des grosses léchouilles.